Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver chaque semaine pour partager une petite astuce, un tip, de quoi nourrir votre réflexion quant à votre avenir professionnel. Alors quand on se pose des questions de carrière ou qu'on envisage un changement de métier ou un changement de vie, arrive inévitablement la question de l'argent. Et cette question, elle n'est jamais simple car nos rapports à l'argent sont truffés d'irrationnels. Je vous propose aujourd'hui de découvrir toutes ces croyances qui se cachent derrière nos comportements par rapport à l'argent et puis de voir comment on peut dépasser les peurs les plus courantes. Objectivement, l'argent, ça n'est que deux choses. Un intermédiaire entre un acheteur et un vendeur, ou les talons communs que nous partageons pour valoriser les choses. Mais on observe très vite que l'argent, c'est tout ce que nous y collons. Et c'est ce phénomène de surface projective qui explique nos comportements par rapport à l'argent. Épargner, dépenser, facturer, prêter, gérer une succession, toutes ces choses sont bourrées de comportements irrationnels. Alors parmi toutes ces croyances qui déterminent notre schéma comportemental vis-à-vis de l'argent, je vous propose d'en balayer un certain nombre. Écoutez bien, peut-être que ça va vous faire penser à certains de vos comportements. Par exemple, les personnes qui ont du mal à demander de l'argent pour une activité où ils ont pris du plaisir. Là, la croyance sous-jacente, ça peut être que l'argent est associé à un labeur pénible. Et donc à partir du moment où il y a eu du plaisir, normalement, il n'y a pas d'argent. Très répandu également, c'est l'association entre argent et sécurité. Et dans ce cas-là, on peut avoir des comportements très économes, voire radins. On retrouve également, là plutôt chez les femmes, une association entre l'argent, le fait d'être rémunéré, à cette peur de se vendre. Et cette espèce de peur archaïque, elle peut expliquer la difficulté qu'on observe plutôt chez les femmes que chez les hommes à négocier une augmentation par exemple. Il y a également chez certains une tendance à presque se voler soi-même plutôt que les autres parce qu'on a peur justement de passer pour un voleur. Et ça, on le reconnaît très vite puisque c'est des gens qui pratiquent des tarifs beaucoup trop bas ou alors de la gratuité systématique alors que, j'allais dire, leur travail mérite rémunération. Très intéressant également, il y a des gens qui ont tendance, inconsciemment évidemment, à se débarrasser de l'argent. Dès qu'ils en ont, ils s'en débarrassent ou alors ils évitent toujours de l'accumuler. Là, on a peut-être une croyance qui associe argent à quelque chose de sale, au fruit d'une injustice. Du coup, on s'en débarrasse inconsciemment. On retrouve également dans certaines familles une espèce de conformisme familial, un schéma, par exemple dans une famille très modeste où on n'a jamais eu beaucoup d'argent, on en parle très peu. Eh bien, la difficulté pour certains à faire fortune parce qu'il y a la peur d'une forme de déloyauté par rapport à ce schéma familial qui s'est reproduit de génération en génération. Il y a également la peur de ne pas mériter, qu'on peut retrouver chez des enfants entre guillemets non désirés, mais qui pensent justement qu'on leur donnera ce qu'ils méritent et donc il n'y a rien à demander. Ils ont tendance à plutôt trop en faire, à trop donner, mais à ne jamais rien exiger pour eux-mêmes. Alors on pourrait parler longtemps, j'allais dire, de tous ces phénomènes irrationnels qui dirigent, génèrent nos comportements par rapport à l'argent, mais la vraie question c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Alors la première chose à faire selon moi, c'est de mettre au jour tous ces comportements qu'on vient de décrire et qui sont plutôt irrationnels et inconscients. Pour ça, commencez par questionner votre histoire personnelle par rapport à l'argent. Quel est votre premier souvenir relatif à l'argent? Tout premier, direct, indirect, une histoire d'argent de poche, une liasse de billets que vous avez vu passer pour la première fois, quelque chose que vous avez vu à la télé, bref, une expérience très ancienne par rapport à l'argent. Essayez de vous en rappeler. Et puis questionnez la relation de votre famille, de votre milieu à l'argent. Comment parle-t-on d'argent? Et comment parlait-on d'argent dans votre enfance? Quelles étaient les expressions qui étaient utilisées? Comment parlait-on des riches? Comment parlait-on des pauvres? Quels étaient même les mots qui étaient utilisés? Et puis, est-ce qu'on en parlait? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous assistiez facilement? Ou alors c'était plutôt un sujet tabou, on n'en parlait pas trop? Voilà, questionnez tout ça, cet environnement dans lequel vous avez baigné et grandi. Et puis interrogez également l'histoire familiale. Un vieil oncle, une grand-mère, une histoire qu'on vous a racontée ou quelque chose que vous avez peut-être vécu plus jeune. Y a-t-il eu des histoires de faillite, de fortune? Essayez de voir si l'histoire familiale a été jonchée d'épisodes un peu marquants par rapport à du gain ou de la perte d'argent. Et puis questionner son histoire personnelle, c'est évidemment questionner également son couple ou ses couples. Comment ça se passe, cette question de l'argent dans le couple?
Quelle est la relation de l'argent de votre conjoint, de votre conjointe? Et comment vous êtes-vous organisé autour de ces questions d'ailleurs? Voilà, interrogez tout ça, votre environnement immédiat, votre histoire plus ancienne, et puis une histoire, j'allais dire, que vous n'avez pas connue directement, mais qu'on vous a racontée. Ces récits, cet environnement, tout ça contribue à façonner votre relation à l'argent, et c'est intéressant de le comprendre aujourd'hui. Ensuite, un exercice que je trouve vraiment très utile, c'est de définir son budget d'équilibre, c'est-à-dire vraiment ce dont vous avez besoin pour bien vivre. Bien vivre, c'est pas un montant que moi je serais capable de vous donner, c'est par rapport à vos besoins. J'ai distingué les must-have des nice-to-have, donc les incontournables des choses peut-être secondaires, parce que en faisant le point sur ce dont vous avez vraiment besoin pour être bien, pour être équilibré, pour être épanoui, eh bien vous êtes capable peut-être d'arriver à un budget un peu différent de celui que vous expérimentez aujourd'hui et depuis quelques années. En détail, ça veut dire faire la liste de toutes ces choses qui, selon vous, sont vraiment importantes pour que vous soyez bien. Ça peut être le fait de vivre en centre-ville, d'avoir au moins 3 pièces, de faire un grand voyage par an, etc. Plus tous les incontournables de l'alimentation et des factures. Ça peut être également une activité sportive sur laquelle vous ne seriez pas prêt à faire de concessions. Et puis peut-être que vous allez avoir une liste de choses plus secondaires. Alors ça serait très sympa de l'avoir, mais vous êtes capable de vous en passer pendant peut-être 1 an ou 2, le temps d'une transition professionnelle. Ça peut être quelques heures de ménage, ça peut être des livraisons de repas à domicile, ça peut être une nouvelle paire de bottes, ça peut être beaucoup de choses. Voilà, essayez de faire cet exercice, de vraiment lister toutes ces choses dont vous avez vraiment besoin pour votre équilibre, et puis des choses peut-être plus secondaires, et puis faites la somme. Voilà, de combien vous avez réellement besoin pour bien vivre. Un autre exercice très utile, même s'il n'est pas très amusant, c'est d'envisager le pire. Souvent, quand on s'engage dans une transition professionnelle ou qu'on fait un choix un peu audacieux, on a peur de finir à la rue ou de mettre sa famille en danger. Eh bien, regardons, j'allais dire, la situation en face. Plutôt qu'en avoir peur, il faut se poser concrètement la question. Et si les choses devaient mal tourner, qu'est-ce qui se passerait? Et puis, dans cette situation terrible, si les choses devaient encore plus mal tourner, qu'est-ce qui se passerait? Et ainsi de suite, pour arriver à ce moment terrible, j'allais dire, où vous avez effectivement mis votre famille en danger, ou vous-même terminé à la rue. Observez toutes les étapes qui sont nécessaires, toute la malchance également qui est nécessaire, tout le temps qui est nécessaire pour en arriver là. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais, ce n'est pas du tout ce que je suggère, mais c'est plus intéressant de le regarder en face et de se dire, ok, il faudrait quand même beaucoup de choses pour que la situation devienne le cauchemar que j'anticipais. Enfin, sur cette question de l'argent, je vous invite à penser les futures négociations de votre transition professionnelle en termes de prix juste. Le prix juste, c'est celui qui tient compte à la fois du sentiment de l'acheteur et du vendeur. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, il n'y a même pas de bras de fer dans cette notion de prix juste. Il y a la rencontre de 2 personnes dans un état idéal. En fait, vous évitez les frustrations, frustration d'un acheteur qui aurait trop payé, frustration d'un vendeur qui se serait sous-payé, démotivation également, parce que c'est démotivant quand on sait qu'on n'est pas assez payé par rapport aux autres ou par rapport à ce qu'on vaut. Donc voilà, le prix juste, je ne peux pas dire exactement comment le trouver, c'est le résultat de beaucoup de choses, évidemment d'une connaissance du marché, il faut savoir ce que vous valez par rapport à tous les autres, et puis c'est aussi le fruit de quelque chose de plus personnel. Votre confiance en vous, votre conscience de la marge de progression dont vous disposez, la relation que vous avez trouvée avec votre futur employeur, l'envie de travailler avec et pour lui, les opportunités que vous détectez dans ce choix, et puis peut-être des contreparties qui ne sont pas financières, le temps que vous retrouvez, la qualité de vie que vous retrouvez, ou des activités plus plaisantes ou plus alignées avec vos valeurs. Voilà, tout ça doit être pris en compte pour que à la fin vous ayez le sentiment de trouver quelque chose de juste. Le sentiment de justesse, en revanche, quand on le ressent, on le sait. Et je voudrais dire un immense merci à Christian Junot, auprès de qui j'ai découvert il y a quelques années tout le travail qu'il était possible de faire sur notre relation à l'argent.